Quand j'ai commencé à investir dans les ETF, je voulais comprendre tous les rouages et bien mesurer les risques auxquels j'étais exposé, et croyez-moi, ils existent bel et bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager le fruit de mes réflexions et de mes recherches à ce sujet, qui me permettent d'investir peut-être un petit peu plus intelligemment, ou du moins en toute connaissance de cause. Je ne suis absolument pas un marchand de peur ou autre, je veux simplement comprendre comment les actifs dans lesquels je suis investi fonctionnent, et c'est dans cette optique que je vous fais cette vidéo. On va y aller crescendo au niveau des risques. Le premier que je veux mettre en avant, c'est plutôt quelque chose qu'il faut considérer au niveau de votre exposition. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux ETF, je me suis dit, oh super, le S&P, c'est sur 500 entreprises différentes, ça va être vraiment génial, je suis vraiment bien diversifié, etc. Sauf qu'il y a une pondération en fonction de la capitalisation boursière, ce qui veut dire que si demain vous investissez 500 € dans le S&P, ça va pas être les 500 entreprises du S&P qui vont récupérer 1 € chacune. Il va y avoir une pondération en fonction de la capitalisation boursière, ce qui est logique. Ici, on a un article qui nous montre qu'en 2014, le poids des 7 magnifiques, donc les 7 magnifiques pour rappel, c'est Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla, représentaient 9% du S&P 500. C'était quand même assez conséquent, mais globalement, il faut bien des entreprises dans tous les cas qui surperforment les autres, donc ça paraît un peu logique. Aujourd'hui, on est à 34%. Donc ça veut dire que c'est eux qui font entre guillemets la performance du S&P, c'est toutes des boîtes tech, donc évidemment s'il y a un problème sur la tech, elles vont toutes en subir un petit peu les conséquences, et si on va un petit peu plus loin, une entreprise qui a une grosse pondération dans un indice, elle va évidemment faire couler tout l'indice, enfin couler, on s'entend. Ici on a Facebook qui a perdu 65% de sa valeur en 2022, donc évidemment si vous allez regarder les performances du S&P en 2022, elles sont pas glorieuses à cause de Facebook. On est d'accord que ici j'ai pris Microsoft, qui sur la même période a eu des résultats positifs, mais a quand même chuté avec Facebook et avec l'indice au global. Là, on pourrait se dire, bon, c'est deux entreprises tech, c'est normal, c'est le secteur de la tech qui a pris un coup. Non, tout a pris un coup. Donc, à partir de ça, je me suis dit, ok, si c'est les 7 magnifiques qui drivent une grosse partie du marché, est-ce qu'il n'existe pas directement un investissement où j'investis juste sur ces 7 magnifiques? Le MAG-S. Donc le MAG-S, c'est simplement un ETF qui prend juste les 7 magnifiques. Donc là, je suis allé un petit peu voir les performances par curiosité. Bon, ici, on voit bien que sur l'année dernière, on est à plus de 60%. Alors, on pourrait se poser la question, on pourrait se dire, bon dans tous les cas, si c'est les 7 magnifiques qui drivent le marché, pourquoi ne pas investir que sur elles? C'est quelque chose que je suis depuis le temps. Honnêtement, j'ai pas encore investi dessus, mais plus la pondération sur les indices boursiers un petit peu plus classiques augmente, et plus je me dis, en fait, ça va peut-être être ça le plus intéressant, parce que, évidemment, vu que la pondération est plus importante, et qu'il y a énormément de nouveaux capitaux, parce qu'aujourd'hui, le nombre de capitaux en gestion passif a dépassé celui en gestion active. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui font du DCA, qui mettent sur le S&P, etc., c'est des capitaux pour ces 7 magnifiques qui récupèrent la plus grosse part du gâteau. Mécaniquement, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'investir là-dessus? C'est une question que je me suis posée. Bon, du coup, on a une solution qui pourrait être intéressante, que j'avais explorée à l'époque, c'est ce qu'on appelle des ETF Equal Weight. Donc Equal Weight, ça veut simplement dire qu'au lieu qu'il y ait une pondération en fonction de la capitalisation boursière, vous allez simplement avoir un ETF, chacune des 500 entreprises va représenter 1/500e de la performance de l'ETF. Bon, alors sur le papier, si tout le monde investissait dans ce type d'ETF, ça pourrait avoir un impact. Dans les faits, vu qu'il y a très peu de personnes qui investissent sur ce type d'ETF, ça change pas grand chose au problème, et force est de constater qu'il sous-performe évidemment le S&P 500. Mais quand même, si on est un petit peu froid et rationnel, il n'y a pas forcément d'intérêt à investir sur ce genre d'ETF, mais c'est quand même quelque chose qui existe, et ça pourrait être une partie de la solution au problème si plus de personnes investissaient dans ces entreprises-là. Et pour finir, tout à l'heure, je vous ai montré effectivement le moins 65% de Meta, Microsoft qui avait subi une baisse quand même assez importante malgré des fondamentaux très très stables, et au final tout l'indice qui a subi à peu près 25% de pertes à cause de Meta. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait s'il y a un problème demain avec Nvidia? C'est une question qu'il faut se poser, c'est pas un risque à proprement parler, parce que à long terme, je me fais pas vraiment de soucis. Là vraiment, ce que je veux vous amener, c'est à quelle entreprise vous voulez vraiment vous exposer. Le deuxième risque, c'est l'illusion de la liquidité. Un ETF dépend de la liquidité de ses actifs sous-jacents. On est d'accord jusqu'ici. Je vous expliquerai dans la prochaine partie la différence entre synthétique et physique, parce qu'on en aura besoin pour comprendre le troisième risque, qui est effectivement le plus important. Mais on a quand même quelque chose de relativement compréhensible. Il faut effectivement que ce sur quoi notre investissement est backé soit liquide, pour que si demain on a la moindre problématique, il y a une panique sur le marché, un panic sales, etc., on puisse retirer. C'est exactement ce qui ne s'est pas passé en 2020
sur le marché obligataire où on a eu, du coup, lors de la crise Covid, une petite crise qui, sans les banques centrales, aurait sûrement donné quelque chose de tout à fait catastrophique. Et j'aimerais quand même qu'on en parle rapidement et qu'on puisse en tirer des leçons, parce que c'est surtout ça qui est important. Donc effectivement, en 2020, crise Covid, on commence à avoir des problèmes, on commence à paniquer, les entreprises commencent à ralentir, on commence à confiner, on commence, évidemment, la confiance s'érode, on a de plus en plus de personnes qui investissent dans des valeurs refuges, notamment l'or, et on se retrouve avec un ETF. Je sais pas si vous voyez cette petite mèche ici, si je pense que vous la voyez, qui a pris une sacrée claque, qui est remontée très rapidement, encore une fois parce que les banques centrales sont intervenues, mais si dans cette situation les banques centrales n'étaient pas intervenues, c'était littéralement catastrophique. Dans le monde dans lequel on est, il y a peu de chances pour que ce phénomène se produise et que les banques centrales n'interviennent pas, parce que évidemment là il en allait de la santé économique mondiale, mais on a quand même de belles leçons à tirer, et la première c'est d'avoir des actifs sous-jacents qui sont liquides. Les obligations, c'est pas spécialement liquide. Les obligations, ça peut l'être, on peut trouver quand même, on peut trouver des acheteurs, etc. C'est pas un problème, mais c'est pas aussi liquide qu'une action comme un Nvidia, comme un Tesla, comme ce genre de choses. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir regarder. On va en parler justement dans le troisième risque, sur quoi sont backés ETF. Les ETF physiques, c'est très simple. Si vous avez un ETF sur le CAC 40, l'ETF physique va acheter toutes les entreprises du CAC 40. C'est super simple. Mais on va voir dans la troisième partie que les ETF synthétiques, c'est un petit peu différent, même très différent, et qu'on peut avoir un ETF sur le Nasdaq qui n'achète absolument aucune action américaine. Le dernier risque, c'est le risque de contrepartie. Pour comprendre ce qu'est le risque de contrepartie, il faut déjà faire la distinction entre un ETF physique et un ETF synthétique. Ici, je vous ai pris l'exemple de BlackRock, on est sur le iShares, donc un ETF physique, en l'occurrence, sur le Nasdaq, avec une norme UCITS qu'on verra à la fin de cette vidéo. Et on va voir, si on descend un petit peu, on voit ses performances, etc. Et on voit que dans structure du produit, on est sur quelque chose de physique. Donc ça veut dire que pour répliquer cet indice du NAS 100 qui correspond aux 100 plus grosses capitalisations tech aux États-Unis, BlackRock en l'occurrence a simplement des actions derrière de ces entreprises. Donc le risque sur des ETF physiques, il est quand même relativement moindre. Si demain les marchés financiers chutent, ou en tout cas ces actions-là chutent, il y a pas de problématique parce que simplement votre investissement dans cet ETF est backé par des sous-jacents qui composent cet ETF. Donc, on n'a pas de souci particulier. Maintenant, on va passer aux ETF synthétiques parce que les ETF synthétiques, ils sont un petit peu plus vicieux et c'est important de connaître un petit peu le fonctionnement. Donc, pour notre exemple, je nous ai pris un ETF qui réplique la performance du Nasdaq 100 toujours avec ces normes européennes, avec cette norme européenne qu'on verra tout à l'heure. Celui-là est éligible au PEA, en l'occurrence ici, c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc là, vous avez à peu près les mêmes informations que de l'autre côté chez BlackRock, mais ce que j'aimerais bien vous montrer un petit peu, moi, c'est si vous cliquez ici, vous avez le document d'information clé. Sur ce document d'information clé, vous allez avoir des informations clés, bien joué les gars. Vous allez avoir des informations qui sont super intéressantes. Alors ça paraît un petit peu imbuvable de prime abord, et encore je trouve que ça va, mais vous allez voir qu'on a quelques infos qui sont très intéressantes. Donc on voit que l'objectif du fonds, c'est d'atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant plusieurs contrats d'échange, donc des swaps, en gré à gré. Ça, c'est la première chose qui est importante. Donc le fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales. Donc là, on voit déjà qu'on a un ETF qui est censé nous donner la performance du Nasdaq 100 et qui va investir un peu partout. On se dit, ok, bon, comment il fait? C'était un petit peu... Je vous partage vraiment ma réflexion de l'époque. La composition du portefeuille et du coup des collatéraux, des fameux collatéraux qu'on verra juste après, je vous la montrerai juste après, mais vous pouvez évidemment la retrouver sur le site. Le fonds est éligible au PEA, donc je l'ai pris aussi, et je vous partagerai ma réflexion en fin de vidéo par rapport à ça, parce qu'il y a une petite subtilité qui, moi, me fait très plaisir, mais évidemment, il y a quelques risques qui sont associés quand même. Et du coup, ça veut dire que 75% de nos collatéraux sont investis dans des actions européennes. Donc on a 75% de collatéraux investis dans des actions européennes, et au final, ça va nous donner la performance d'un indice qui réplique les 100 entreprises tech américaines. Bon, c'est un peu particulier au début à comprendre, mais une fois que c'est rentré, c'est tout bon. On a fait à peu près le tour sur ce document, en tout cas de ce que je voulais vous montrer. Après, vous avez les différents scénarios, etc. C'est quand même intéressant, vous avez aussi les frais. C'est quand même intéressant de le regarder un petit coup. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est si vous allez ici et que vous descendez un petit peu, vous allez pouvoir voir la composition. Ici, il y a deux choses. Il y a les principaux composants de l'indice, et les principales lignes du panier de substitution. Donc le panier de substitution, les collatéraux, c'est exactement pareil. Donc là, effectivement, on a les 10 principales avec Airbus. Moi, je vais juste vous montrer sur le Excel parce qu'on a un petit peu plus d'informations. Là, on voit bien que on a la contrepartie qui est BNP Paribas. Donc ça veut dire que notre fonds, je vous montrerai, j'ai fait une petite illustration après,
que 90% de notre fonds sont des collatéraux, et on a 10% qui correspond à ce swap avec BNP Paribas. Donc cette fameuse contrepartie. Le risque de contrepartie, là c'est le risque, en l'occurrence de faillite de BNP Paribas. Et on voit effectivement que nos collatéraux, c'est pas du tout des entreprises US, vous voyez ce qu'il y a ici. Et ça c'est simplement parce que pour être éligible au PEA, ils n'ont pas le choix. Il faut que ce soit des collatéraux qui soient à 75% des actions européennes. Du coup là ça nous permet de voir avec qui est signé le contrat de swap, de voir quels sont les collatéraux. Et maintenant je vais aller sur la petite illustration que je vous ai fait. Je vous ai fait une illustration, alors en vidéo, j'ai au final beaucoup plus de choses à dire donc je vais pas faire passer la vidéo. On est sur un ETF synthétique Nasdaq, donc on est toujours sur la même chose, je veux pas vous perdre. On a 90% de notre fonds entre guillemets qui correspond des actifs qui correspondent à des collatéraux, qui vont être des actions, être des obligations, ça peut être d'autres choses. Là en l'occurrence, vu qu'on était sur un PEA, c'est des actions européennes, et on a le swap, donc cette fameuse contrepartie avec BNP, et le rôle de BNP, ça va être de nous fournir la performance du Nasdaq en échange de frais, d'une part, et de la performance des collatéraux. Donc on a notre première institution qu'on va nommer Amundi, et on a la deuxième institution, on va rester sur BNP. Donc ça veut dire que Amundi, aujourd'hui, ils ont un ETF à 100 millions d'euros. Donc on a un ETF à 100 millions d'euros, ça veut dire que Amundi, ils doivent avoir 90% de ce qu'on appelle la net asset value, donc de ces 100 millions, ils doivent avoir 90 millions en collatéraux, et si on veut que ce soit éligible au PEA pour rester dans le même thème, il faut qu'on ait 90% de collatéraux, avec 75% de celle-ci en actions européennes pour que ce soit éligible, et on a 10% qui constituent notre contrepartie. On a 10% qui constituent notre contrepartie. Du coup, qu'est-ce que le risque de contrepartie? Eh bien, c'est simplement le risque que BNP fasse faillite par exemple, ne paye pas. Ça pourrait avoir un impact très particulier. À l'époque, pendant la crise de 2008 notamment, c'est des contrats de swap qui ont amplifié la crise. Alors les normes UCITS ne viennent pas directement de la crise de 2008, mais c'est quand même pour éviter ce genre de dérive qu'on a mis en place ces normes. Parce que si on prend, si on se dit que cette norme européenne UCITS n'existe pas, ou en tout cas qu'elle existe mais qu'elle est à 50%, ça veut dire que Amundi doit juste avoir 50% de la valeur totale de son fonds en collatéraux. Donc ça veut dire que si demain BNP Paribas fait faillite, les investisseurs perdent 50% de leur investissement. Donc il faut bien comprendre que ces normes, elles sont aussi là, elles sont surtout là d'ailleurs pour protéger les investisseurs. Il y a effectivement cette obligation de ne pas avoir une contrepartie supérieure à 10% du fonds. Il y a aussi toutes les règles de diversification au sein même de ces collatéraux, pour éviter par exemple, pour interdire que tous les collatéraux soient investis dans 3 boîtes tech, pour qu'il y ait une gestion des risques un petit peu globale qui soit maîtrisée. Mais du coup effectivement, quand ça marche bien, c'est exactement ça. C'est notre petite banque A qui se dit ok, je te donne la performance de mes collatéraux, toi tu me donnes la performance de mon indice de référence, on fait un petit échange, moi vu que j'ai le contrat de swap, je te prends des frais, et vu qu'on est en adéquation avec des normes UCITS, cette contrepartie ne peut pas dépasser 10%. Donc avant qu'on passe à la suite et que je vous explique ce qui m'a beaucoup plu en fait quand j'ai compris le fonctionnement exact des ETF synthétiques éligibles au PEA, je vous expliquerai ça juste après, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. J'aimerais bien qu'on revienne rapidement juste sur les normes UCITS. Donc les normes UCITS, c'est une directive européenne qui encadre effectivement plusieurs choses, et notamment le pourcentage de contrepartie dans un fonds, qui encadre la diversification des collatéraux, qui encadre le fait que justement ces collatéraux doivent être liquides, en fait qui essaye de protéger au maximum les investisseurs. Donc là vous voyez que c'est pas si compliqué que ça sur le papier, mais en tout cas en tant qu'investisseur, moi je trouve ça primordial d'investir sur des ETF qui ont ces normes-là. À moins évidemment que vous ayez tout épluché derrière et que vous voyez exactement sur quoi c'est backé, etc. C'est super important. Donc si on résume un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut que nos ETF soient backés par des sous-jacents liquides. Sinon, on peut avoir des problèmes. Il faut que la contrepartie, donc si on est sur des ETF synthétiques, donc les potentiels contrats de swap, soit avec des contreparties qui sont solides. Pour revenir à cette notion de liquidité, il faut aussi que la valeur totale de notre ETF soit assez importante. Et dernier point, il faut que cet ETF respecte ces normes UCITS qui sont, de mon point de vue, une protection pour les investisseurs avant tout. Et maintenant, je vais vous partager une conclusion qui m'est venue à la fin de du coup mon processus de recherche et qui m'a beaucoup plu, où je me suis dit ok, en fait toutes ces recherches elles ont servi à quelque chose, et elles ont servi à mettre en évidence que je suis vraiment aligné avec ce que j'aurais aimé faire, et j'ai un petit peu l'impression d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi? Parce que quand on investit sur un ETF par exemple, Amundi, qui est éligible au PEA et qui réplique les performances du Nasdaq, si vous avez compris un petit peu le fonctionnement, ça veut dire que nos collatéraux sont à 75% investis en Europe pour qu'ils soient éligibles au PEA. Donc ça veut dire que je profite de la performance
des marchés américains qui ont toujours surperformé les marchés européens, tout en investissant et en ramenant des flux de capitaux indirects sur des entreprises européennes. Parce qu'il faut comprendre que quand vous investissez là-dessus, vous amenez pas des flux de capitaux sur les 7 magnifiques, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que je suis français, j'ai envie aussi de participer à travers mes investissements au développement de l'économie française et au plus global un petit peu européenne. Et du coup, ça me fait plaisir de me dire que je peux profiter de bonnes performances tout en étant investi et en participant d'une certaine manière au développement de l'économie européenne. Voilà, je voulais finir là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse un épisode 2 sur d'autres risques, ou au contraire, qu'on aborde aussi les avantages parce qu'ils sont nombreux, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.